Mes invités, Sylvain Boulouc, historien des radicalités politiques, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux, et Laurent Fragerman, sociologue, historien également spécialiste des mouvements sociaux, puisque vous le disiez tout à l'heure hors antenne, vous avez même étudié ensemble. Alors je voudrais qu'on regarde, s'il vous plaît, un sondage publié ce dimanche par La Tribune. 46% des Français, quasiment un Français sur deux, soutiennent le mouvement Bloquons tout. Certes, ça ne veut pas dire que 46% des Français seront dans la rue à tout bloquer, mais vous qui regardez ce mouvement et qui monte depuis quelques dizaines de jours, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est un bon chiffre parce que la moitié des Français, en même temps, ça signifie qu'on est en dessous d'un certain nombre de scores très importants. Je pense au mouvement des paysans, il y a 2 ans. Je pense à une série de mobilisations qui ont obtenu des soutiens plus importants de la population. Et on sait qu'en France, on a plutôt une sympathie, très souvent, pour des mouvements sociaux, même qui annoncent ou qui bloquent réellement le pays. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas convaincu que le mouvement continue de progresser. Alors, on verra, mais je pense que la nouvelle situation politique, le fait il est possible qu'il n'y ait plus de Premier ministre dès lundi. Vous pensez que ça peut faire retomber le soufflet ? En partie. Je pense qu'il y a des gens qui se sont exprimés, et quelque part, ils ont déjà gagné quelque chose. Ils ont contribué fortement cet été à retourner l'opinion publique, qui au début était favorable aux mesures de François Bayrou, qui après a rejeté massivement le même plan d'austérité. Donc ça, c'est un premier point. Et sur on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, le point le plus irritant, c'est-à-dire la suppression de 2 jours fériés, c'est devenu un marqueur, une ligne rouge qu'un nouveau gouvernement aurait du mal à garder. Donc je pense qu'ils ont déjà gagné des choses. Maintenant, est-ce qu'il y aura réellement la transformation d'une colère sur Internet ? Parce que, je terminerai là-dessus, pour qu'un mouvement social ait lieu, il faut à la fois des mots d'ordre clairs. Là, les mots d'ordre ne sont pas tant que ça. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est la destitution du président de la République ? Tous les Français ne seront pas d'accord, notamment ceux qui ont voté il n'y a pas longtemps. Premier point, et il faut également avoir le sentiment que l'action vaut quelque chose, que ça marche, qu'il y a une utilité. Donc de ce point de vue-là, toute une série de la population peut se dire c'est finalement pas très utile. C'est ça. Sylvain Boulouc, vous étiez sur nos plateaux à France Info quasiment tous les samedis en 2018. Ce slogan, ce mot d'ordre, bloquons tout, ça vous rappelle les Gilets jaunes ? Oui, alors je voulais juste apporter un point complémentaire, c'est que là on est à 46%, alors c'est qu'un sondage avec toutes les précautions. Quand on regarde par rapport à d'autres sondages sur les taux d'impopularité du président de la République, on est même en retrait, puisque on est plutôt autour de 60-70%, et là on est qu'à 46% d'adhésion. Donc, ce qui veut dire que là, on sent une réticence et on a senti le décrochage à partir du moment où il y a eu un surinvestissement de la France insoumise dans ce mouvement. On a senti que ceux qui étaient à l'initiative du mouvement, c'est-à-dire plutôt l'extrême droite ultra-parlementaire, à travers un site qui s'appelle Les Essentiels notamment, a commencé à légèrement quitter ce mouvement. Alors pas tous, mais un certain nombre d'entre eux ont quitté le mouvement. Donc là, on retrouve un peu le même phénomène de décrochage. Alors pour revenir à votre question sur les Gilets jaunes, ça y ressemble sans être du tout la même chose pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Gilets jaunes, en fait, quand on regarde sur l'année précédente, on a quand même vu un certain nombre de manifestations, alors qui étaient à bas bruit. C'est facile de les reconstruire a posteriori en disant ça a conduit au mouvement des Gilets jaunes. Deuxième chose, il y avait une popularité beaucoup plus importante parce qu'il y avait un soutien beaucoup plus important. Je vous rappelle que dans les 2 premières semaines des Gilets jaunes, on a Laurent Wauquiez, par exemple, qui a revêtu le gilet jaune et qui s'est rendu sur certains ronds-points. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration parce que c'est pas du tout le même type d'appel et ça correspond pas du tout à la réalité à la même réalité. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas un sentiment de crise, qu'il n'y ait pas une crise et qu'il n'y ait pas un sentiment de frustration économique vécu ou réel, hein. Le gouvernement tente de rendre impopulaire ce mouvement appelant à bloquer le pays le 10 septembre. Le gouvernement tente donc ainsi de faire peur aux Français en évoquant des risques de violence. Ça, c'est ce qu'a dénoncé aujourd'hui la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet. Est-ce que l'Élysée, Emmanuel Macron a peur de ce mouvement Bloquons tout ? Alors,
toute façon, au pouvoir, il est logique qu'on essaye de prévenir tout souci. Est-ce qu'ils ont peur? Ça, c'est à voir de leur côté. Je dirais que d'une manière générale, la violence a plutôt servi Emmanuel Macron, y compris pendant les Gilets jaunes. En tout cas, c'est mon analyse. Finalement, des mouvements de violence font peur à la majorité de la population, et donc il suffit que la police tienne son rôle et soit suffisamment efficace. Donc, c'est pas forcément un problème pour le président. Après, au début, je disais, arrêtons de parler de risque de violence, parce que dire qu'on veut bloquer le pays, ça ne veut pas dire qu'on le fait de manière violente. Et les mots d'ordre qui étaient proposés, les modalités, étaient des modalités qui insistaient sur le pacifisme. Il y avait une vraie volonté au mois d'août de dire on va surtout pas faire la même chose que lors des Gilets jaunes. Bloquer, c'est pas mettre le feu, quoi. Oui, et on va pas faire de manif pour pas que ça soit violent, etc. Ce qui fait qu'ils arrivaient sur des propositions qui n'étaient pas forcément très crédibles non plus. Comme on a vu, le fait de pas consommer le mercredi mais le jeudi ne change pas grand-chose. Ou sur la TVA, qui est un impôt qui court sur l'année, c'est pas parce que pendant 2 jours vous versez pas de TVA à l'État que celui-ci va perdre de l'argent. Donc, mais il y avait la recherche de quelque chose d'autre, et ça c'est intéressant, pas forcément réussi. Donc voilà. Un point commun, mais aussi peut-être une différence entre Bloc-Contour et les Gilets jaunes, c'est que c'est un rendez-vous finalement quand même au départ en dehors des cadres traditionnels, les syndicats, les politiques, les associations. Les Gilets jaunes, c'est resté comme ça jusqu'au bout, alors que Bloc-Contour, vous le disiez à l'instant d'ailleurs, a été rejoint par certains syndicats, par certaines formations politiques et par pas mal d'associations. Il y a plusieurs éléments. De toute manière, maintenant, et dans la majorité des cas, peut-être un peu moins pour les organisations syndicales, mais sinon, la majeure partie des appels passent plus par Internet et les réseaux sociaux que ce n'était le cas il y a 20 ou 30 ans, où on était encore dans des modalités classiques de militantisme. Les Gilets jaunes, c'est pas il y a 20 ou 30 ans. Non, je sais bien. De modalités classiques de militantisme avec distribution de tracts, constitution. Oui. Là, depuis, effectivement, les Gilets jaunes, les réseaux sociaux, Internet pris au sens large, deviennent le moyen de mobilisation. La différence, effectivement, avec les Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes se sont structurés de manière horizontale, même s'il y avait des structures derrière ou des groupes partisans derrière, ce qui est pas exactement le cas de ce mouvement, puisque ce mouvement est accompagné depuis la mi-août, on va dire, au moins par la France Insoumise, quelques fédérations syndicales, quelques associations. Donc on n'a pas du tout la même structure organisationnelle. Et de fait, quand vous avez des organisations ou des associations qui soutiennent, ça permet de mettre des locaux, des militants à disposition. Et donc, il est plus facile d'organiser un certain nombre de choses. Après, ça veut peut-être dire aussi qu'il y aura beaucoup moins, finalement, de spontanéité dans ce mouvement que ce qu'il y a pu y avoir pendant les Gilets jaunes. Alors, on a le sentiment qu'il y a deux avis. Il y a ceux qui disent, bon, si ça peut repartir, pourquoi pas, allons-y. Et puis, il y a ceux qui disent, on a fait ça pendant des mois et finalement, regardez, ça n'a pas servi à grand-chose. Alors, pourquoi on recommencerait? C'est tout le problème du militantisme dans les périodes où... après, il y a une colère, on l'a un petit peu évoqué. Donc, il y a les éléments pour qu'il y ait quelque chose qui monte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu un tel succès sur les réseaux sociaux pendant tout l'été et encore aujourd'hui de la question. Donc, moi, je pense que ces Gilets jaunes, quand même, vont essayer de participer d'une manière ou d'une autre. En même temps, ce qui fait que c'est difficile de prévoir les choses, c'est que dans le reportage précédent, vous nous montriez une assemblée générale au Havre. Le Havre, c'est un des bastions du mouvement social, avec notamment le syndicalisme CGT des dockers. J'ai pas trouvé qu'ils étaient si nombreux que ça. Vous voyez, donc, j'ai vu des chiffres, 400 personnes réunies en assemblée générale à Paris. La métropole fait 9 millions d'habitants. Et d'un autre côté, d'ailleurs, si le mode d'action, c'est des assemblées générales, c'est typiquement l'extrême gauche qui prend les choses en main. Et si l'idée finalement, c'est de bloquer en organisant des blocages, donc pas se confiner chez soi, comme c'était dit au début, mais en essayant de bloquer des points stratégiques. D'abord, il faut être nombreux pour faire ça. Et là, effectivement, par rapport à la déclaration de Sophie Binet, il faudrait que ça soit fait d'une manière pacifique. Alors, je ne peux pas préjuger la réaction de la police, mais vous avez également des casseurs, vous avez également des gens qui viennent dans ces moments-là, disant que c'est plus favorable pour eux d'être dans une logique de violence. Est-ce que les Gilets jaunes, finalement, ont contribué par une sorte de... Et puis aussi peut-être la réforme des retraites qui est passée malgré toutes les mobilisations. Est-ce que tout ça a contribué à essouffler un peu, désamorcer un peu le mouvement social français parce qu'on n'y croit plus tellement ?
enfin, ça fait un certain nombre d'années que les mouvements sociaux en France existent toujours, mais s'essoufflent pour une première raison, c'est que depuis 1995, peut-être à l'exception du CPE et des 10 milliards qui ont été concédés par Macron, sinon la majeure partie des mouvements sociaux sont des échecs et une succession d'échecs, puisque si on prend les retraites, il n'y a pas eu où il y a eu des améliorations à la marge, mais les grévistes n'ont pas obtenu satisfaction. Et dans ces conditions-là, avec, deuxième chose, des gouvernements qui répètent de plus en plus, comme le faisait Jean-Pierre Raffarin, c'est pas la rue qui gouverne, mais c'est nous. Dans ces conditions-là, on est effectivement devant un recul des mouvements sociaux. Alors, après, ça veut pas dire forcément que les choses ne changent pas à un moment donné, puisqu'une des caractéristiques des mouvements sociaux, c'est leur spontanéité et leur explosivité sociale, entre guillemets. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a plutôt l'impression d'être dans une phase de recul et dans une certaine apathie avec des taux de mobilisation qui sont de moins en moins importants. Pour des raisons aussi de changement de structure militante. C'est vrai que les gens avant avaient beaucoup plus tendance à se mobiliser, à descendre dans la rue. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle le militantisme du clic. Alors, il y a des mécontents sur Internet, mais le mécontentement sur Internet ne se traduit ni dans les urnes, ni ou moyennement dans les urnes, et ne se traduit pas du tout ou peu dans la rue. Donc, on a des évolutions. On peut dire juste la thèse inverse. Les Gilets jaunes 2018, la grande grève du 5 décembre 2019, un an après, il n'est pas du tout impossible que dans le salariat classique organisé, qui n'était pas la matrice des Gilets jaunes, on ait pris exemple sur ce mouvement en se disant on obtient des choses. Et certaines fractions, je pense aux enseignants, ont beaucoup gagné à la lutte de 2019 sur les questions des retraites. Donc il y a des victoires qui sont seulement partielles, c'est ça le problème. En plus, en 2018, finalement, quand on regarde un peu dans la rétro, les revendications des Gilets jaunes et puis la densité du mouvement aussi, tout ça a fait un peu boule de neige. Ça s'est étoffé au fur et à mesure des samedis. Les revendications se sont aussi précisées au fur et à mesure des samedis. Et puis les troupes ont grossi au fur et à mesure des samedis. Est-ce que là, le 10 septembre peut être le prémisse de quelque chose de similaire ou ça n'arrivera plus? Les temps sont différents? C'est complètement possible. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Je dirais, pour moi, il y a une dynamique qui s'est un peu essoufflée, mais il y a quand même quelque chose. Il faut pour cela que les salariés qui sont organisés, dont je parlais, les secteurs les plus combatifs, qui ont des cultures militantes, cultures de grève, les enseignants, les cheminots, etc., il faut qu'ils se raccrochent. Et en général, ça part quand même des intérêts particuliers, ça part de revendications, de leurs problèmes. Là, vous avez une grève dans l'énergie, qui est une grève assez importante. Ça part d'abord des réalités du secteur de l'énergie, de l'énergie atomique, etc. Donc, tout le travail syndical, etc., c'est aussi de faire monter ces revendications et d'essayer de faire converger. Mais pour ça, et je terminerai là-dessus, il faut quand même que tout le monde ait envie de travailler ensemble. Il y avait aussi une partie des initiateurs de ce mouvement Bloquons Tout qui ne voulaient pas travailler avec les syndicats. C'était la réalité, au moins cet été. François Bayrou parle de ce 10 septembre comme d'une guerre civile. C'est un peu fort comme expression, dans la mesure où peut-être que certains militants ou certains anciens gilets jaunes ont des envies de révolution ou de renversement du système. Je ne pense pas pour l'instant que la majorité de la population est réellement soit dans cette culture de la guerre civile. Après, on est dans le jeu politique classique, c'est que c'est un peu il joue à Pierre et le loup et il crie au loup parce que il y a une menace qui pèse sur son gouvernement. Mais la culture de la guerre civile en France n'est pas très présente actuellement, hein. Et il y a d'autres périodes où elle l'a été nettement plus. Comment Emmanuel Macron est-ce qu'on peut se rafraîchir la mémoire ensemble, avait-il géré les Gilets jaunes? Est-ce que finalement cet épisode des Gilets jaunes a quand même servi de leçon aux politiques pour gérer ce genre de mouvement social aujourd'hui de manière peut-être plus efficace? Je l'ai entendu plusieurs fois dire qu'il en avait tiré les leçons, mais je n'en ai vu aucune trace dans son activité. Par exemple, les corps intermédiaires. L'idée qu'il ne fallait pas décrédibiliser, dévitaliser à tout prix les corps intermédiaires, syndicats, associations, etc. Or, il a continué. Le résultat, c'est qu'il y a moins d'interlocuteurs du gouvernement et qu'on est aussi tous, d'ailleurs, dans cette situation d'avoir un mouvement qui apparaît flou, qui s'en occupe, etc. C'est aussi une des conséquences de son action. Donc, je pense qu'il n'a pas tiré beaucoup de leçons, sauf celle que il y avait le côté imprévisible des Gilets jaunes qui peut les inquiéter un peu plus. Et on verra ce que donnera ce 10 septembre et ce mouvement Bloquons Tout.